Notre dossier de la semaine est consacré aux gains marginaux dans le vélo. On en parle avec un de nos spécialistes cyclisme, Jérôme Elguers. Jérôme, on a passé en revue la partie matérielle et maintenant on attaque le deuxième chapitre, celui lié à l'entraînement et à ses méthodes. Alors forcément, ça va parler watts pour commencer, et si on rappelait ce que sont les watts? De manière scientifique, d'abord, on obtient les watts en multipliant la force par la vélocité, multiplier la poussée des jambes par la vitesse à laquelle elles tournent. C'est en fait le rythme auquel une quantité d'énergie est produite. Le watt est donc une échelle de mesure et c'est une sacrée chance pour tous les cyclistes car ça permet de s'auto-évaluer et puis pouvoir mesurer la puissance que l'on développe, un peu comme une voiture finalement. Ça n'existe pas dans tous les sports. On a longtemps analysé les sorties d'entraînement avec les sensations et le nombre de bornes avalées comme seul outil. Le compteur de vitesse est ensuite apparu, la fréquence cardiaque, l'entraînement fractionné, etc. Mais aujourd'hui, un outil de mesure fait foi, les watts. Ils sont d'ailleurs affichés en temps réel sur le compteur du cycliste grâce à des capteurs situés dans les pédales. Ouais, moi, je crois que j'ai pas ça sur mon petit vélo turquoise. J'imagine que beaucoup d'auditeurs non plus. Est-ce que vous avez des exemples de chiffres concrets, Jérôme, pour qu'on puisse comprendre ? Alors, on éclaire la lanterne avec quelques exemples. Oui, prenons Arnaud Delis. Les sprinteurs sont des coureurs plus lourds et plus puissants que la moyenne. Dans un sprint, Arnaud Delis, il peut produire des pics instantanés de 1700 watts. Par contre, les moyennes sont logiquement plus basses. Sur le Tour de France, la meilleure moyenne de watts de Delis sur la totalité de l'étape affiche 295 watts. Autre exemple, une comparaison. Vous vous souvenez du Tour 2022 et de cette étape à Hautacam où Van Aert a réussi à faire craquer Pogačar et à propulser Vingegaard vers la victoire. Eh bien, comparons les watts de ces trois coureurs dans cette montée. Pour que cette comparaison soit valide, il faut ramener les trois coureurs au même poids sur un pied d'égalité. Si on fait cela, on peut estimer que Vingegaard, qui a gagné, a poussé dans cette dernière montée une moyenne de 493 watts. Pogačar était lui à 426 et Van Aert bien plus bas puisqu'il s'est plus ou moins relevé sur la fin. Il y a donc 60 watts d'écart entre Vingegaard et Pogačar, alors que sur la ligne d'arrivée, la différence de temps était d'un tout petit peu plus d'une minute. Ça signifie que si on grossit un peu le trait, dans cette montée d'Hautacam, 1 watt de différence entre les deux coureurs a représenté un tout petit peu plus d'une seconde d'écart sur la ligne. Et les coureurs ont donc de nombreux capteurs qui récoltent pas mal d'infos, des données qu'il faut aussi pouvoir analyser, comme vous venez de le faire, et transformer en consignes pour les entraînements. Ça se passe comment ? Alors, avec le développement des connaissances scientifiques, les entraîneurs se sont hyper spécialisés. On écoute à ce propos notre professeur d'université en physiologie du sport, Marc Franco. Donc, ce qui a sans doute le plus évolué en matière d'entraînement, c'est que des connaissances scientifiques nouvelles sont arrivées et on connaît relativement bien l'effet de certains types d'entraînement. Mais une autre chose qui a évolué également, c'est la formation des entraîneurs, qui sont capables de lire cette littérature scientifique et qui sont capables d'appliquer cette littérature scientifique de manière tout à fait pertinente. On s'entraîne sans doute autant qu'avant, peut-être même un tout petit peu plus en matière d'heures et de kilomètres, mais ce que l'on fait, c'est surtout que l'on fait des entraînements de manière beaucoup plus intelligente, c'est-à-dire qu'il y a des entraînements qui se font à faible intensité, il y a des entraînements qui se font de temps en temps à très haute intensité, on pense aux périodes de récupération, et tout cela est relativement bien agencé que pour pouvoir amener l'athlète en forme le jour J, ou en tout cas la période pendant laquelle il souhaite être le plus performant. C'est vrai que les watts sont dans toutes les bouches et qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte pour les coureurs, mais il existe d'autres paramètres et outils de mesure qui permettent de calibrer les choses. Gaëtan Bill va nous donner un exemple concret avec le HRV. Gaëtan Bill, il était coureur durant la décennie précédente, notamment chez Lotto. Il a ensuite décroché les diplômes d'entraîneur à l'ADEPS et à l'UCI. Et aujourd'hui, il s'occupe d'Arnaud Delis. Alors, c'est quoi cette notion de HRV ? En fait, c'est la variabilité cardiaque, donc c'est l'espace qui est entre chaque battement de cœur et ça va permettre justement à voir si le coureur n'a pas assez récupéré, son HRV va être assez bas et si au contraire il récupère bien, il est dans une bonne période, etc., le HRV monte de plus en plus, quoi. Donc voilà, je donne toujours l'exemple, c'est un peu comme si je te demande de faire 3 heures à 250 watts ici à cette période-ci en Belgique en ce moment. Ou alors 3 heures à 250 watts en Espagne, ça reste théoriquement le même entraînement, mais le corps réagit pas du tout de la même manière. Ici, il va beaucoup plus puiser dans ses réserves,
avec le froid, etc., le climat humide. Et en Espagne, il va bien réagir. Donc ça va aider vraiment l'entraîneur à voir comment le coureur récupère, comment il assimile la charge d'entraînement, la charge de travail. On le comprend, les capteurs font foi, fini le temps où on était dans la perception des choses, fini les entraînements identiques pour tous les coureurs d'une équipe. Conséquence, on s'entraîne mieux et on voit des résultats. Confirmation du coureur belge Dries de Bont. Aujourd'hui, on est vraiment capable d'augmenter le niveau de chaque coureur dans une équipe. Le résultat de ça, c'est en fait que le niveau de tout le peloton, dans la largeur, c'est vraiment augmenté. Parce que dans les classiques, c'est pas que la vitesse, mais aussi la puissance moyenne de kilos qui est augmentée. Par exemple, pour te donner un chiffre, il y a 6 ans, la puissance moyenne de kilos, c'était 3,5, 3,8 de moyenne pour un classique. Maintenant, c'est 4,1. Ça veut dire que c'est pour tout le monde qui finit les classiques chez les 20 premiers, on dirait. Donc ça veut dire que c'est pas seulement la vitesse, mais aussi la puissance et le niveau physique est augmenté de nouveau. En plus des watts, on parle donc de kilos de puissance, mais on comprend le principe, le peloton s'est amélioré. Et parmi les méthodes d'entraînement actuelles, comment ne pas évoquer, Jérôme, les stages en altitude ? Je ne sais pas si on peut vraiment parler de mode, mais on a l'impression que c'est un peu devenu un passage obligé. C'est vrai, pourtant vous allez voir que ce n'est peut-être pas si miraculeux que cela. Les stages en altitude, ils concernent surtout les coureurs qui vont participer à des grands tours, des courses longues de 3 semaines où il y aura beaucoup de montagnes. Les effets du stage d'altitude sont connus depuis longtemps. L'altitude permet de stimuler naturellement la formation de globules rouges. Les globules rouges, ce sont un peu la STIB ou le TEC du sang. Ils permettent de véhiculer l'oxygène dans le sang. Et ce paramètre-là, dans un sport d'endurance, c'est hyper important. Ces dernières années, le stage en altitude s'est généralisé à Tenerife, sur le volcan Teide, dans la Sierra Nevada espagnole ou en Italie, à Livigno. Mais ça représente un certain budget. Il faut aller jusque-là, loger dans un hôtel. Les coureurs sont accompagnés de masseurs, soigneurs, entraîneurs, etc. Bref, ça fait vite du monde. Les effets positifs sont avérés, mais, parce qu'il y a un mais, ça ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Le coureur wallon Sylvain Moniquet nous explique. Disons que le stage d'altitude, ça va dépendre un peu de l'organisme de chaque personne. Il y a des personnes qui réagiront très bien, donc ils vont pouvoir augmenter plein de paramètres au niveau des performances. Moi, j'ai déjà fait des tests, ça s'améliore un peu, mais pas de manière super significative. Moi, je suis pas un grand partisan de faire 2-3 stages à l'année d'altitude, 2-3 semaines. Mais encore une fois, je pense que c'est quasiment un passage obligé, le stage d'altitude maintenant, avant un grand tour par exemple. Mais il faut aussi penser, et je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui n'y pensent pas, à avoir des périodes de repos bien planifiées, quoi. Pour remplacer ce stage en altitude, pour chercher les mêmes effets sans les contraintes, certains testent les chambres hypoxiques. Alors c'est quoi ? C'est une petite tente, style tente de camping, où on reproduit à l'intérieur les conditions de l'altitude. On peut y dormir ou faire des tests à l'effort. On sait que les coureurs belges du 400 mètres utilisent beaucoup cette pratique de la chambre hypoxique. En faisant des efforts courts et à haute intensité, on va essayer de provoquer des adaptations dans les muscles de l'athlète, produire plus d'énergie parce que le muscle aura réussi à s'adapter aux conditions et au manque d'oxygène. Et puis un autre domaine sur lequel les cyclistes ont beaucoup travaillé ces derniers temps, c'est le facteur récupération. Oui, ça a pris une grande place et c'est d'ailleurs assez visuel. On peut voir les coureurs faire du rouleau immédiatement après les courses, avant même de monter sur le podium. C'est devenu un passage obligatoire. Et encore une fois, ce sont Chris Froome et la Sky qui ont vraiment popularisé cette pratique. On a vu aussi Tadej Pogačar ou Remco Evenepoel passer quelques secondes dans des bains de glace dans les chambres d'hôtel sur leur lit. Certains coureurs chaussent des bottes de cryothérapie. Leur retour au calme et les plages de récupération sont devenus un axe de travail, en course bien sûr, mais aussi quand on s'entraîne chez soi. Marc Franco, pour rappel spécialiste en physiologie du sport, explique.
La récupération est évidemment extrêmement importante à partir du moment où on est par exemple dans une course à étapes et que le lendemain on doit remonter sur son vélo. Mais pendant le processus d'entraînement, c'est également quelque chose qui est très très important. Donc il faut bien se rendre compte que ce qui se passe dans le corps d'un athlète, c'est que pendant l'entraînement, en fait, il va perturber son organisme. Et ce qui va se passer, c'est que les adaptations vont être induites durant la phase de récupération. Et donc, il faut soigner ce qu'on fait à l'entraînement, mais il faut tout autant soigner ce que l'on fait pendant la récupération, parce que c'est à ce moment-là que les adaptations vont être induites. Pour conclure cette partie liée à l'entraînement, Jérôme, on peut se poser cette question, les coureurs d'aujourd'hui sont-ils plus performants parce qu'ils s'entraînent plus ou mieux ? En fait, ils s'entraînent autant, voire un peu plus, mais surtout, ils s'entraînent mieux, de manière plus adaptée. Prenons l'exemple de Tadej Pogačar, parce qu'il a marqué les esprits durant la saison 2024. Beaucoup se sont interrogés sur ses performances. Est-ce qu'il est beaucoup plus fort parce qu'il s'entraîne plus ou mieux que les autres ? Est-ce qu'on est mieux entraîné et accompagné dans son équipe Emirates parce qu'il y a un budget énorme ? On en a parlé avec l'entraîneur d'Arnaud Delis, Gaëtan Biel. Voici son analyse. Oui, à la base, c'est un coureur très talentueux. Après, on sait qu'il est dans une équipe avec beaucoup de budget. Donc, c'est certain qu'ils ont une longueur d'avance, surtout des gains marginaux supplémentaires, etc. Mais oui, il doit y avoir quelque chose qui fait qu'ils ont une longueur d'avance à ce niveau-là. On sait qu'il faut intervenir beaucoup l'IA dans leur méthode, dans leur planification d'entraînement. Un homme, analyser tout ça, c'est bien, mais l'IA, c'est beaucoup mieux, quoi. Donc, on sait qu'il y a des plateformes d'entraînement qui se mettent, des plateformes d'analyse de l'entraînement qui vont justement encore plus peaufiner tout ça. Donc, peut-être que dans 10 ans, on se dira, oui, pourquoi on n'avait pas fait ça à l'époque? Et oui, l'IA, l'intelligence artificielle est partout et le cyclisme n'y échappe pas. Cette utilisation de l'IA est encore un peu secrète. On est là dans le domaine de l'espionnage. Dans cette course à l'armement, personne ne veut révéler ses atouts à son adversaire. Dans le futur, ce qui est sûr, c'est que l'entraînement du cycliste évoluera encore, peut-être grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi grâce à de nouvelles données à analyser. Un nouveau capteur pourrait arriver prochainement, le capteur de lactate en temps réel. Les lactates, c'est cette toxine qui envahit vos jambes lorsque vous produisez un gros effort sur le vélo, ce qui fait tout simplement que vous avez mal aux pattes. Le fait de pouvoir voir sa lactatémie en temps réel, comme on voit sa vitesse, ses battements de cœur ou ses watts, ça pourrait amener une nouvelle révolution. Et voilà, fin de l'entraînement avec Jérôme Elguers. On va passer à table dans la suite de ce dossier spécial gains marginaux dans le cyclisme. Ne bougez pas, on continue de comprendre pourquoi le peloton cycliste n'a jamais été aussi performant juste après ceci.